Chers amis, bonjour, bonsoir, comme vous voulez. Que sont-ils devenus? Vous êtes fidèles et vous en redemandez la preuve. Une émission au cours de laquelle donc, nous évoquons un parcours de vie de personnes ayant marqué le paysage martiniquais, le paysage de notre pays, des gens qui sont ancrés dans le terroir, tant au niveau politique, artistique, etc. Et aujourd'hui, on va un petit peu flirter avec la beauté. Ah, oui. J'ai à mes côtés Véronique Caloc. Véronique, bonjour, bonsoir, comme tu veux. Bonsoir, amis téléspectateurs. Bonsoir, Michel. Quel plaisir de vous retrouver. Quel plaisir de te retrouver. Alors, Véronique Caloc, effectivement. Alors, justement, dans le paysage martiniquais, je viens d'évoquer la thématique de l'émission. Est-ce que tu te sens un peu oublié? Est-ce que tu sens qu'il n'y a pas eu de reconnaissance? Est-ce que tu es déçu de tout ce que tu as fait? Alors, il y a quelques années, j'aurais peut-être dit que je suis déçue, qu'il y a des choses auxquelles je m'attendais. Mais je crois que tout ce que j'attendais il y a quelques années est toujours présent maintenant. J'ai toujours grand plaisir à rencontrer des Martiniquais, des personnes d'autres pays qui me parlent, avec qui je converse. Et je crois que bon, la Martinique, en tout cas, me l'a bien rendu et continue à bien me le rendre. Tu aimes ton pays? Ça fait pas de doute. J'aime mon pays, j'aime les gens de mon pays. Oui, absolument. De toutes conditions. De toutes conditions, surtout. Ah ouais. Alors, à partir de très 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 loin, Véronique Caloc. Le nom Caloc, alors là, je vais te donner mon expérience personnelle. J'en ai connu à Saint-Pierre, j'en ai connu beaucoup au Lorrain. Ça va. Tu sais, la recherche patronymique, maintenant, tout le monde le savait. Oui. Ça vient de d'où, le nom Caloc? Alors, je sais qu'il y avait des Calocs, qu'il y a toujours des Calocs à Saint-Pierre. Je crois que mon grand-père avait un cousin qui s'appelait Bébé, qui était chauffeur. Oui, Monsieur Caloc, donc c'est un transporteur. Voilà. C'est une des premières grandes lignes de bus. Exactement. Voilà. À travers le nom, mais c'est très, très sérieux parce que moi, en fait, toi, tu étais où? T'étais Momaille, en fait. J'étais même pas née. Même pas de ce monde. Je me souviens de ça, donc c'était une référence même en matière. Il faisait le Lorrain, Saint-Pierre, ouais. Le Mont-Rouge. Voilà. J'ai connu Madame Caloc aussi. Donc... Alors, ce monsieur, c'est le cousin de mon grand-père. Ouais. Ensuite, je sais qu'il y a des Calocs au Saint-Esprit. Donc au Lorrain, Saint-Esprit, Saint-Pierre. Voilà, Saint-Pierre. Il y en a au François et je crois qu'encore qu'il y a des liens avec mon grand-père. Mais ce sont des personnes que je ne connais pas beaucoup, que j'ai eu l'occasion de rencontrer un petit peu parce que j'ai un collègue qui m'a parlé de son fils qui s'appelle Caloc, qui est un mannequin extraordinaire. Voilà, et donc voilà, j'ai découvert encore... de la famille. Mais c'est pas un souci pour toi de connaître tes origines. C'est maintenant on revoit tout, hein, révision de l'histoire, nous toutes sorties Africa, etc. Est-ce que tu as ce souci-là également de savoir, de connaître tes racines profondes? Je crois qu'il est important de connaître, de savoir d'où l'on vient, et puis de connaître la famille. Je crois qu'à cette période de la vie où le monde en est, où personne n'a plus de repères, je crois que le seul repère demeure la famille. Et la famille, après, forcément la famille proche, celle qu'on connaît un peu moins. C'est vrai on est pris parfois par plein d'occupations, de préoccupations. Mais je crois que parfois il faut savoir s'arrêter. Voilà, il faut savoir s'arrêter, mesurer, etc. Donc, gérer son temps, son évolution. Alors là, nous avons vu. Donc, tu es né où exactement, finalement? On m'a parlé de plusieurs communes, mais beaucoup plus, dis-nous là où on est. Je suis née à Fort-de-France et plus précisément à la clinique Pasteur, me semble-t-il. Oui. Voilà, ouais. C'est le nom clinique Saint-Paul. Voilà. Alors là, justement, donc tu m'as parlé également de communes rurales. Est-ce que tu as eu l'occasion de revenir voir des parents à la campagne? Est-ce que tu es quelqu'un qui aime la nature, qui aime les grandes promenades à travers la nature? Les grandes promenades à travers la nature, pas plus que ça, quand bien même je sais que c'est important. Alors je dis pas plus que ça parce que je ne trouve pas encore le temps. Je ne m'impose pas ces temps-là qui sont ô combien nécessaires. Indispensables. Ouais. Indispensables, tout simplement. Mais aller en commune, discuter avec des personnes... moi, je suis plus, en fait, j'aime plus les gens. J'aime plus discuter de leurs difficultés. J'aime parfois... Je suis la personne qui... J'ai envie d'être une femme très classe aujourd'hui. Mais demain, j'ai envie d'avoir les pieds en contact avec la boue, le sol, les herbes. J'aime beaucoup. J'aime énormément.
Mais c'est de cette complexité que l'est justement, si tu veux, la position même, la valeur, le rapport de l'individu à la nature. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et puis on revient de toutes les façons. On entend souvent parler de produits naturels, de coiffures qui changent. C'est très à la mode maintenant, tout le monde a bio, tout le monde a... Voilà, donc il y a bien une raison. Est-ce que c'est pas une mode aussi? Il y a ça aussi. Alors, c'est vrai que pour certaines, c'est un effet de mode, mais me concernant, par exemple, je refuse de me défriser les cheveux, je veux plus en entendre parler. Je crois que je ne supporte plus non plus d'avoir toujours des mains dans les cheveux. Je ne peux plus. Et puis, je crois que... Et moi, je le fais parce que c'est venu de manière toute naturelle, donc j'ai pas voulu suivre une mode. Je suis partie d'une petite coupe très mode, très jolie, et puis après, je me suis dit, mais non, comment c'est mes cheveux? Et c'est là que j'ai découvert que, aujourd'hui, j'aime mes cheveux, mais j'ai découvert que je ne les défrisais parce que finalement, je ne les aimais pas. Et maintenant, quand je touche mes cheveux, je me dis, waouh, qu'est-ce qu'ils sont beaux. Tu passes à côté de pas mal de choses. Ouais, exactement, exactement. Ouais. Alors, on va remonter à tout ça. Donc, tu es une femme, je ne vais pas dire roots, tu aimes la nature, tu aimes la mer. Je n'aime pas la mer, non, pas du tout. Ah bon, alors là? Pas du tout. Et c'est pour ça que très souvent, des personnes qui ont pu me voir à la mer, ça c'est le petit côté qui peut paraître très ridicule, mon petit secret. Avant, j'allais à la mer, je mettais un maillot de bain. Maintenant, j'ai une petite robe ou quelque chose, une tenue de plage, et je décide que je suis partie à la mer, j'emmène mes enfants, je suis avec des amis, mais que je ne vais pas me baigner. Et comme je constate que finalement, je n'avais rien emmené pour ça, je vais rentrer dans l'eau avec ma robe ou avec ce que j'ai. Ah, c'est pas la fête, non? Oui, oui. Parce que je ne suis pas mère, parce que je ne veux jamais prévoir d'avoir le maillot de bain. C'est pas mon truc du tout. Alors, chez vous, chers amis, il y en a qui tombent des nues, une Miss Martinique, il y a des passages en maillot de bain, etc. Alors, on va arriver là, justement. Ouais. Est-ce que ça ne te posait pas un problème? Ouais. Voilà, on va revenir dans le milieu familial. Donc, tu as été élevé à Fort-de-France, etc. Oui. Combien d'enfants dans la famille? Combien de frères, de sœurs? D'accord. Alors, nous sommes 3, Patrice, Pascal, Véronique. Donc, mes frères qui sont mes aînés, puisqu'ils sont, ils sont jumeaux. Et moi, voilà, exactement. Voilà. C'est très simple. Alors là, scolarité primaire, où est-ce que tu passes à la scolarité primaire? Alors, scolarité, je suis née à Fort-de-France, mais je ne vis pas à Fort-de-France, donc je vivais au Lamentin une période. Ensuite, pour des raisons un peu plus pratiques, je crois, ma mère a dû partir, donc j'ai fait quelques années au Robert. Oui. Et puis nous sommes revenus au Lamentin. Je suis restée au Lamentin, et puis voilà, maintenant je suis de Lamentin. Voilà, tu es une Lamentinoise, en gros. Oui, si tu avais un endroit oui, absolument. À te définir. Oui. Alors, dans une scolarité primaire réussie, tes années collège, tes années lycée. La jeune fille s'épanouit, Alors, collège d'abord. Mes années collège sont particulières parce que je fais mon entrée en classe de 6e alors que je n'ai que 9 ans. Ah bon? Oui. Et oui. Ah, voilà. J'avais 9 ans parce que j'ai toujours voulu tout faire tôt. Je suis rentrée à l'école maternelle parce que je pleurais tout le temps parce que ma mère y déposait mes frères. Et puis moi, je ne comprenais pas qu'elle reparte à la maison avec moi. Et j'étais intéressée un jour, la directrice, donc Madame Delay, qui est partie, a dit un jour à ma mère, mais laissez-la tout simplement. Et l'école avait commencé pour moi et elle m'a dit qu'elle pensait faire un test. Et finalement, on m'a inscrit directement et puis j'ai continué. Brillant, esprit vif, etc. Bon, c'est pas... Oui, c'était ça. Elle ne s'envoie pas des fleurs, non, elle nous raconte simplement... Pas du tout. Mais je crois que j'y suis arrivée au bon moment parce que... Et c'est là qu'ont commencé, en fait, mes véritables repères par rapport à l'élégance. Quand je regardais ma directrice, elle arrivait en tailleur, ouais. Elle se changeait, elle accrochait son tailleur dans son bureau, elle avait une petite robe qui était toujours fraîche, spéciale pour accueillir les enfants, elle avait un superbe collier en or, quelque chose de très beau. Je la regardais parler, elle voulait qu'on articule, mais c'était fabuleux tout ça. Et je regardais sa façon de se mouvoir, je regardais mes maîtresses, Madame Asselin de Beauville, j'étais bien à l'école, je découvrais des choses et je découvrais surtout comment faire. Alors, on va résumer ça en quelques mots. Mesdames et messieurs, elle avait le souci de la perfection. Tu l'as toujours? Oui, toujours. Pas qu'à faire à peu près. Il n'y a pas de bon comme ça chez toi. Oh mon Dieu, non. Je ne supporte pas. Ouais. Je supporte pas. Depuis toute jeune, tu as... Depuis toute jeune, et je crois que... Alors, ça me vient d'où? Je ne sais pas si ça me vient de ma maman ou... ma mère, c'est une femme qui est vraiment très élégante, qui a toujours aimé s'habiller correctement, qui voulait toujours qu'on fasse les choses, en fait, pour elle, peu importait nos choix. Mais elle disait, même si tu veux travailler à la voirie,
le travail que tu vas faire, aime-le, fais-le correctement, fais-le avec droiture, sois poli. C'est ça, c'était ça, tout simplement. Et Mais j'ai c'est aimé pas à l'école. cause d'un souci du candidaton, par exemple, non. C'est Non, non, l'état non, d'esprit pas qui du est tout. comme ça au départ. C'est l'état Parce que ça, d'esprit. Martinique, nous dit, bah, là, hein. Pas Non. quitter mon gars, qu'on s'en la rythme, Ah non, 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 du Voilà. tout, ça n'a pas été ça. Mais on avait tellement l'exemple sous les yeux. Moi, mes années collège ont été formidables. J'ai eu des professeurs qui étaient très sévères. J'ai eu Madame Chanol, qui était mon professeur de technologie, une femme que j'admire à ce jour, et j'ai croisée il n'y a pas longtemps. Ce professeur m'a mis en technologie un fois un 0 au travail non fait. Je le méritais, le travail n'était pas fait. Mais ça m'a tellement peiné, ça m'avait tellement choqué que je crois que j'ai voulu faire encore mieux. J'étais capable de me surpasser et ça m'est resté. Et au travers de ce 0, je sentais tout l'amour qu'elle avait pour moi, la volonté de me voir arriver. Mais c'est vrai que c'était un 0 qui était tombé comme ça. Parce que voilà. Mais sinon, j'étais bonne élève. J'ai eu Madame Suffren, j'ai eu... Et en lycée, alors là, ça devient mes un peu années difficile, lycée, là. Ouais. alors les Quel années lycée, collège, d'abord? Ouais. les années collège sont difficiles. Je suis au collège Petit Manoir. Elles sont difficiles parce que je disais que j'étais jeune, j'étais fluette, toute mince. Et j'étais une enfant qui faisait de la batterie. Je jouais à la batterie, je pratiquais le piano, j'aimais la musique, ma mère chantait, mais j'étais toujours triste. D'où me venait cette tristesse, je ne sais pas. Et la tristesse, les autres l'appelaient arrogance. Et c'est pas du tout ça. Donc les années collège, je les vis, scolairement parlant, je les vis bien, mais je n'ai pas du tout aimé. Je vivais comme un périple. Une fois que je passais le portail, il y avait toutes ces filles qui étaient rangées, assises sur un muret. Et là, je passais. Et tout le monde critiquait. Tu as subi des moqueries, etc. Intelligible. C'est très à la mode de la forme de harcèlement. Déjà, mais c'est en du fait, harcèlement. voilà, Ouais. c'était du harcèlement. Sauf que ce mot, il était connu, mais en fait, il restait bien empaqueté. Bon, voilà, personne Non, mais ne le sortait. c'était surtout la connotation sexuelle qu'on voyait. Mais le harcèlement, ça peut partir de tout. Ça hein. peut partir de tout, Et ça exactement. te diminue, ça te... Oui. C'est là, justement, qu'on voit ta force de caractère. Et là, j'abandonnais, c'est-à-dire que j'abandonnais, peut-être que, bon, physiquement, j'étais toute mince, je refusais de m'habiller correctement parce que, pour moi, les habits, c'était quelque chose qui serait encore supplémentaire, une occasion encore de me juger. C'était pénible. Et puis, ça a continué encore quand je suis arrivée au lycée. Sauf qu'au lycée, ce qui est bien, c'est que j'ai des professeurs qui sont des professeurs qui étaient encore magnifiques, qui aimaient la droiture. Donc, je me retrouvais très bien. J'ai eu Madame Salvin, Madame René Courail, des personnes que j'ai beaucoup aimées en français. Et c'est vrai que j'avais encore, une fois qu'il n'y avait pas de portail au lycée Acajou, donc on était assis, il y avait un portail, mais juste à l'entrée du lycée, mais le grand portail blanc qui actuel n'existait pas. Donc j'avais encore, quand j'arrivais au lycée, tous ces élèves qui étaient assis et qui me regardaient marcher. C'était la même chose et ça recommençait. Donc toujours les moqueries, toujours les choses, les choses. Mais les gars, à un certain moment, ça t'a pas créé un complexe? Tu ne t'es pas senti un petit peu coupable toi-même? Tu as dit, mais qui ça m'a fait yo, ça m'a créé un complexe. Ça t'a pas traumatisé? Pas vraiment. Traumatisé, non, parce que je portais cette charge. Mais quelque part, j'avais jusqu'à maintenant ce désir de toujours aller plus loin, ce désir de laisser les problèmes et puis on y va. Donc en fait, j'enterrais tout. J'enterrais, pour moi, aujourd'hui on s'est moqué de moi, demain sera différent. Si demain n'est pas différent, tant pis, je vis, je respire, je marche, on fonctionne, on continue. En gros, elle avait la faculté d'évacuer le négatif. Ça, voilà, c'est c'est ça, très, en fait. très important. Alors là, tu grandis, baccalauréat, tu passes quel type de bac, finalement? Lettres et langues, parce que alors, une petite histoire, je suis actuellement professeure d'espagnol, mais je découvre l'espagnol, alors... Ce fut oui, maintenant on commence l'espagnol en 5e, mais quand j'étais au collège, on commençait l'espagnol seulement en 4e. Ouais. Le collège Petit Manoir, à l'époque, avait fait une expérience, donc ils avaient décidé de tester l'espagnol en 5e. Madame Caloc m'inscrit, bon, je suis d'accord, elle me dit, écoute, je t'ai mise en espagnol, donc en 5e tu vas faire l'espagnol, c'est un test, et j'ai détesté l'espagnol. J'avais un professeur dont je tairai le nom qui ne comprenait pas, que je n'arrivais pas à tout comprendre. Et c'était toujours... Quand je posais la question, c'était « je n'ai pas compris ». Ça y est, Caloc n'a jamais rien compris. Et ça me vexait. Ce qui fait qu'à l'époque, je dis tout le temps à mes élèves, si j'avais 3 de moyenne en espagnol sur 20, j'avais beaucoup.
Mais tu vois, en matière d'études de langue, souvent, enfin, moi, c'est le vieux prof qui parle là, il y a des stratégies pédagogiques. Et tu as peut-être constaté par la suite que c'est l'immersion qui est le meilleur moyen. Tout à fait. Je suis sûr de ça. Exactement, c'est ça. Et donc, cette année, je déteste l'espagnol, malgré les efforts fournis, je n'y arrive pas. Sauf qu'en quatrième, je passe en quatrième et je découvre un professeur, une métropolitaine, qui a des méthodes qui sont magnifiques, que j'aime beaucoup, mais qui prend de l'âge, qui tombe malade et finalement on ne la revoit plus. Et vient alors un remplaçant que je n'oublierai pas, c'est Monsieur Bossard, oui, Monsieur Bossard, un Martiniquais, qui arrive et qui franchit le seuil de la salle avec une classe. Mais je dis waouh, ses chaussures, ses mocassins, je dis mais magnifique. T'es amoureuse quand même de ton prof. Hein. Même pas du tout, mais j'admirais. Il avait une façon, et puis un dynamisme. Une présence, ouais. Une présence. Et il est arrivé, et il nous a raconté qui il était, puisque c'était la première fois qu'on le voyait, et il a raconté toute sa vie, mais en espagnol. Et chaque fois qu'il y avait un mot en espagnol qu'on ne connaissait pas, il le notait au tableau. Et depuis que j'ai eu ce monsieur, en fait, je me suis un peu challengée. Et de la classe de quatrième jusqu'à ma deuxième année d'université, en dépit du travail que j'avais à faire, j'avais décidé d'apprendre 30 mots de vocabulaire par jour. Et je m'y suis tenue jusqu'à cette première ou deuxième année de faculté, je ne me souviens plus. Et donc, c'est ce qui m'a permis après donc j'ai découvert l'espagnol là. Ensuite, je suis arrivée j'ai eu Monsieur Joseph Auguste au lycée. Mais c'était de très belles années parce qu'on avait des professeurs qui nous challengeaient. Et puis, en classe, on était 42, donc un effectif qui était très, très lourd. Vous imaginez, mesdames et messieurs, 42 élèves dans une classe. Vous voyez, après, on a pleuré, etc. Les effectifs sont allégés. Oui, 42 élèves. On était 42 au lycée Acajou, dans ma classe en tout cas. Mais tout le monde se soutenait. Il n'y avait pas d'élèves. Il y avait peut-être des élèves qui avaient des petites difficultés. Mais on travaillait toujours de concert. On s'épaulait, on travaillait ensemble, on faisait des groupes de travail. Et moi, je me rappelle de ce fameux club des 5 qu'on avait au lycée. Esther, Carole... qui est parti entre-temps, mais on travaillait tout le temps. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas cette époque-là, ce qu'elle parle de Club des 5, c'est de la littérature enfantine. Tu avais des petits romans, tu te rappelles? Oui, exactement, tout romans, à fait. Vers, c'était même la comtesse de Ségur. Voilà, tout à fait, c'est ça. Et alors là, tu passes ton bac, un bac littéraire, tu t'orientes forcément donc vers des études supérieures de langue vivante. L'anglaise, hein, plutôt espagnol. J'ai aimé l'anglais, j'ai eu de très bons professeurs d'anglais, j'ai eu Madame Hierso qui est partie, et puis j'ai eu Madame Osier Lafontaine, une perle, un bijou. J'ai beaucoup aimé l'anglais et j'avais le même niveau en anglais et en espagnol. Sauf que quand j'arrive au lycée, ce n'est qu'au lycée que ma mère me dit que ma grand-mère parle couramment espagnol. Ah bon? Et elle me dit, mais oui, teste, tu verras. Donc un jour, ma grand-mère était de Balata, j'arrive chez ma grand-mère et elle me dit, mais pose-lui une question. Alors je lui dis, mais mamie, comment tu dis, donne-moi un peu d'eau? D'abord, un peu d'agua. Voilà. Elle a parlé et là... Voilà, j'étais comprise. Tu sais ce qui m'étonne avec toi? On a parlé tout à l'heure des origines. Elle a des origines espagnoles, forcément, si tu parles espagnol. Ma grand-mère, non, pas du tout. Ma grand-mère a travaillé, elle est partie. Il y avait alors, je ne sais plus trop l'histoire, mais il y a une femme qui était venue rendre visite à sa maman et qui lui a dit écoute, donne-moi Émilie, je veux partir avec elle. Et on ne donne pas des enfants comme ça. Donc, non, c'est pas possible. Donc, mon arrière-grand-mère a dit non, qu'il était hors de question qu'elle fasse ça. Et ma grand-mère a insisté. Donc, cette femme est partie avec elle et elle s'est retrouvée au Venezuela pendant des années. Et voilà, tout simplement. Voilà, donc tu m'as toujours là, nous commençons à voir, à cerner le personnage, à voir sa personnalité. Grand-mère, etc. Donc, pour toi, les anciens, c'est une référence fondamentale. Voilà. Les anciens sont pour moi une référence fondamentale. Je disais tout à l'heure que Francisco, c'était mon meilleur ami. Voilà, Francisco, il n'est pas parti jeu, donc il était... Voilà. J'aime beaucoup apprendre. Apprendre par moi-même, c'est bien, mais apprendre des autres. J'aimais être corrigée par les aînés. Moi, je me rappelle qu'un jour, j'avais ma grand-mère et je buvais un peu d'eau dans un verre, j'avais peut-être 4 ans. Et je me suis amusée à faire de la buée avec le verre. Et elle m'a dit, tu sais, on ne respire pas dans ce verre, ça ne se fait pas. Mais ce qui était beau, c'est qu'elle me l'a dit une fois, et c'est resté pour toute la vie. Aujourd'hui, je vois qu'on parle, on dit des choses aux enfants, on répète, on ne cesse de répéter, on s'égosille, on s'énerve, on se met en colère, mais non, c'était... Et moi, ce que j'aimais, c'est
J'ai épluché ma première pomme de terre avec une peau très très fine. J'avais peut-être 3 ans et demi. Donc j'aimais apprendre. Ma grand-mère me montrait comment on s'habillait. L'autre me montrait des choses. Elle m'apprenait à faire des tablettes de coco. Et puis parfois, quand j'étais déjà Miss, je me rappelle qu'une fois, je suis allée à Saint-Pierre et je vois une femme qui avait une petite boutique à Saint-Pierre non, c'est au Carbet, pardon, quand on rentre dans la ville du Carbet. Et cette femme me dit « Bonjour, mais c'est toi, c'est Véronique, la Miss Martinique ». Et j'ai discuté avec elle, et ma mère, donc patiente, pendant plus d'1 heure, alors que, bon, on n'était pas venu pour ça. Mais j'aime ce contact avec les personnes âgées. Dernièrement, je suis passée avec mon fils avant que ne commencent ses cours, donc il était 8 heures, celui qui a 10 ans. Je lui ai dit « Mathieu, on va faire une petite promenade ». Et je me suis arrêtée devant la maison de retraite. Je lui ai dit, tu vois, parfois, quand j'avais 8 ans, je lui disais, j'allais visiter les personnes âgées à la maison de retraite. Je ne les connaissais pas du tout, mais j'entrais à la maison avec autorisation, bien sûr, à la maison de retraite du Lamentin. Et puis je discutais un petit peu avec les personnes et je repartais. Donc on a fait une petite promenade. Il a vu des personnes âgées. Il y a un monsieur qui lui a fait une petite leçon de morale. Écoute ta maman, sois poli, habille-toi correctement. Et on est reparti. Et pour moi, les personnes âgées, c'est vraiment la source, la ressource. Voilà. Alors là, nous arrivons à une période, tu es étudiante, tu passes ta licence, tu passes, etc. Et alors, est-ce que c'est d'autres fréquentations? Il n'y a pas quand même toujours ce regard, l'inquisiteur pour garder, tu ne te sens pas gêné dans le milieu estudiantin? Ou sans jeune fille, ou sans belle femme? Je me sens gênée parce que la critique est toujours présente. Oh. Sauf que je finis par comprendre à peu près d'où vient la critique. Parce qu'à côté de la critique, il y a des personnes qui me disent, mais... qu'est-ce que vous marchez bien, mais quelle démarche, quelle élégance. Et là, finalement, je finis par comprendre. Mais cette petite parenthèse, en fait, par rapport à ce qui m'a permis, quelque part, de connaître le milieu de la mode, c'est que un jour, un mercredi, je vais avoir... je vais avoir 10 ans. Je rentrais du catéchisme, donc au Lamentin, et je retourne. J'aimais beaucoup marcher à pied. Et je reviens, donc je sors du bourg du Lamentin et je rentre chez ma mère à Place d'Armes. Et sur toute l'allée donc du lycée, anciennement du collège de Place d'Armes, et actuellement du lycée professionnel, donc je marchais le long du trottoir. Et là, je vois ma mère et mon frère qui étaient sur le balcon. Et moi, je me dis, ils m'attendent, j'ai tellement de choses à raconter, mon expérience qu'on a fait au catéchisme. Sauf que je prends la petite ruelle, j'arrive devant la porte, et la porte est ouverte. Je me dis, tiens, quel accueil! Mais ça me paraissait bizarre, mais pour moi, c'était quelque chose de positif. Sauf que quand j'arrive à la maison, j'ai mon frère et ma mère qui vraiment se jettent sur moi et me disent « T'as regardé marcher, ta jupe était de travers, aucune démarche, aucune élégance. Mais là, wow !» J'en ai pris au moins pendant 10 minutes. Et moi de me dire « Mais qu'est-ce qui se passe? Ma jupe était de travers. Oh, j'ai pas remarqué, j'ai pas vu, je marche mal. Oh, catastrophe. C'est pour ça que les gens me regardent. » Et de ce jour-là, c'est un mercredi, le jeudi matin, j'ai choisi d'aller au collège Petit Manoir à pied. Et je m'appliquais à mettre un pied devant l'autre, et je regardais droit devant moi. Et finalement, on parle de ces fameux 21 jours où les habitudes sont changées, où une habitude demeure. Une mutation, quoi. Voilà, exactement. Et ça n'a pas duré longtemps, je n'ai pas compté, je ne connaissais pas cette histoire de 21 jours, mais effectivement, ma démarche a changé et elle est restée. Et c'est comme ça que partout, toutes les fois où j'ai défilé, où j'ai eu l'occasion de défiler en Martinique, en tout cas l'aventure a commencé avec Mounia pour le premier défilé. Ouais, j'avais 14 ans et ensuite ça a été avec Roger Volnigan. Quand Mounia a vu ma démarche, elle s'est dit « Oh, elle a un truc cette fille ». Et quand elle m'a demandé, je voulais défiler pour elle, je lui ai dit oui, mais je ne savais pas y faire. Je lui disais mais pourquoi elle me demande ça? Et pour moi, je marchais aisément. Sauf que quand le lendemain, j'ai vu ma photo dans le France Entier, je me suis dit « Oh, la pose, ça c'est moi !» Et j'étais dans l'étonnement. Et quand Roger a vu ma démarche, il s'est dit « Mais quelle démarche, qu'est-ce que c'est beau !» Et j'ai continué comme ça. Et Roger m'a donné un superbe coup de main. Et ce que j'aimais avec Roger, c'était le côté toujours propre, respectueux, professionnel. Et voilà, tout simplement. Voilà, on peut passer une petite photo d'époque, n'est-ce pas, pour illustrer tout ça. Tu m'as parlé de... On voit déjà l'approche quand même. Tu as des prédispositions. Voilà. Non, là, on est déjà... Là, on est au concours. On a enjambé les étapes là. Fait. Voilà. Donc, alors là, tu commences, comme on dit, à crever l'écran. Les gens commencent à t'observer, etc. Tes premières expériences en matière de mannequinat, ça date de quel âge à peu près?
Tu m'as parlé de Roger Alors, Moniane. ça a été la première expérience, c'était un défilé que Mounia avait fait à l'aéroport du Lamentin, donc j'avais... Mounia, oui. ouais. Donc j'avais 14 ans. Ouais, 14 ans, ouais. C'est le premier défilé. Et le second défilé, ça a été avec Roger, je devais avoir 15 ans. Et ça n'a pas duré, oui, c'est 15 ans. Donc il y avait à l'ouverture de, je peux dire le nom, du centre commercial qui se trouve, en tout cas, le premier grand centre commercial du Lamentin. Il y avait tout le temps, assez fréquemment, des défilés, donc dans toutes les boutiques, et il organisait ça de manière de manière magnifique, tout simplement. Oui. Donc ça a commencé comme ça. Ensuite, il y a eu l'élection de Miss Martinique, donc j'ai fait tout ce parcours par rapport aux élections. Quand tu as été candidate, tu avais quel âge à l'élection de Miss Martinique? 20, ouais. Et donc, je continue avec Miss Martinique, ensuite il y a Miss France, il y a Miss Monde. Mais pendant que je fais, en tout cas, tout ce qui est gala, tout ce qui est représentation, les télévisions, en fait, avant ça, c'est vrai qu'il y a tout le temps des gens qui me repéraient, sauf que ma mère souhaitait qu'il y ait d'abord, et moi aussi d'ailleurs, qu'il y ait le travail. Mais oui, études. Voilà, il fallait qu'il y ait les études. Tu n'enseignais pas encore? Non, pas du tout. Tu étais toujours étudiante? Oui, j'étais toujours étudiante. Ah ouais. Mais donc j'ai terminé les études en fait. En fait, j'étais à l'époque au Venezuela. Je sortais d'Espagne et je suis passée par le Venezuela. Ensuite, donc je suis restée 2 ans. J'ai 2 ans au Venezuela, je fais 1 an en Colombie. Et ensuite, quand je suis revenue, c'est au Venezuela, voilà, que j'ai rencontré donc ma famille d'accueil. Et tout le temps, quand je passais dans les rues, j'étais à Mérida, donc qui est la ville estudiantine. Et chaque fois que je passais dans les rues, que je me promenais ou je sortais de la faculté, j'avais toujours cette phrase, mais cette fille, elle peut être une Miss. Et tout le temps, les gens m'appelaient Miss, Miss, Miss. Et un jour, mon amie, qui est bien plus grande que moi, rentre à la maison. Elle me dit, mais Véronique, écoute, tu sais, donc, on vivait en famille. Donc elle me dit, mais Véronique, tout le monde parle de toi au Venezuela. Mais c'est vrai que j'étais la seule noire à l'époque dans toute la vie. Donc chaque fois qu'on parlait de cette fille-là, on savait que c'était moi, que c'était pas une autre. Et donc, je déambule. Là, on découvre des choses, mesdames et messieurs, je la connais bien pourtant. Colombie, Venezuela, tu es resté combien de temps en Colombie? Colombie, j'ai fait 1 an. Un an, un petit peu moins d'un an, ouais. Donc dès le Venezuela, on t'a sollicité au Venezuela? On m'a sollicité et ma copine justement a voulu m'inscrire. Elle me dit non, c'est pas possible, je veux t'inscrire et toute la ville de Mérida veut t'inscrire à l'élection de Miss Venezuela. Et moi je refuse parce que je lui dis mais je peux pas aller à l'élection de Miss Venezuela alors que je suis martiniquaise, c'est pas possible. Et elle me dit mais si, c'est possible. J'ai peut-être ce regret de n'avoir pas tenté cette expérience, mais en même temps, je sais que... Bon, à l'époque, je ne sais pas, je ne peux pas parler de ce que je ne connais pas, mais à une époque, on transformait beaucoup les Miss, il fallait passer vraiment par une chirurgie esthétique et tout ça. Bon, toutes ces choses ne m'auraient pas intéressée. Mais en tout cas, c'est vrai que... Et là, un jour, elle me dit, écoute, il y a l'élection de Miss Monde à la télé ce soir, et je veux que tu regardes cette émission. Et moi, dire, mais non, mais ça m'intéresse. J'étais à mes études, je rentrais, je travaillais. Elle me dit, Véronique, s'il te plaît, regarde. Et donc, je suis dans la chambre, j'ai mon cahier, je fais mes exercices, bon, bref, je travaille, quoi. Et je lève la tête sur elle, elle me dit, ça commence. Elle était dans une excitation impossible, incroyable. Et quand commence l'élection de Miss Monde, je lève la tête et je vois passer la première candidate avec une qui s'appelle Jacqueline Aguilera, je dis à la française, bref. Jacqueline Aguilera, et donc qui a fait de la politique après. Et cette fille s'avance sur la scène dans une somptueuse robe rouge très longue, avec les bras comme une poupée. Et là, je regarde l'écran et je dis, waouh, Seigneur, j'aimerais tellement être là. Et quand je regarde l'écran, je parle dans mon cœur, donc personne ne m'entend parler. Il y a eu un coup d'État donc au Venezuela. J'ai dû me repartir très vite donc, via l'Alliance française en Martinique. Et quand j'arrive en Martinique, on parle de l'élection de Miss Martinique. Je m'y inscris et je ne savais même pas qu'en ayant ce souhait, en fait, cette volonté, quand je vois cette candidate à Miss Monde, donc au Venezuela, je ne m'imagine pas un seul instant que c'est mon tour dans pratiquement 2 ans plus tard. Voilà. Donc tout s'est enchaîné et tout est parti de là. Ouais. À l'élection de Martinique, bon, on ne va pas dire que sans prétention.
Tu n'as pas rencontré tellement d'obstacles. Ça n'a pas été difficile pour toi de remporter. Sans prétention. L'élection Miss Martinique, tu parles à quel niveau? Tu parles des Quand tu as été candidates élue, ouais. Quand j'ai été élue, au départ... Alors, ce qui est bien, c'est que j'ai été élue quand même à l'unanimité. Donc j'ai vu, c'était très beau, j'ai vu les personnes se lever dans la salle et crier. C'est magnifique, c'était très encourageant. C'était au Grand Carbet. Au Grand Carbet, oui, ouais. Au Grand Carbet, c'était très très beau. Donc on célébrait les 100 ans de l'abolition de l'esclavage. Ouais. Et là, j'avais fait quelque chose de... J'avais présenté une petite scénette. Un thème, ouais. Oui, un thème. Et c'est vrai que je savais quelque part que toutes les filles auraient présenté un thème, donc en récitant quelque chose ou en dansant. Et moi, j'avais fait autrement. J'étais allée à Fort-de-France et j'avais vu la statue, on va dire, de Victor Cherchel. Bon, on ne veut pas non plus rentrer dans une polémique, mais à l'époque, ça a été ça. J'avais cité, pour moi, on ne pouvait pas parler de l'abolition sans citer cette fameuse phrase. Donc, j'avais apprise par cœur et c'était un peu historique. Etc., voilà, exactement. J'avais pris une chaîne une grosse chaîne, en fait. Ouais. Et j'avais lâché, donc la chaîne avait un peu rampé, enfin dévalé le long des escaliers, mais j'avais un flambeau, j'avais des choses. Je m'étais occupée de moi, en fait. Et ma mère qui me disait, je ne comprends pas, Véronique, tu t'inscris à l'élection Miss Martinique, je ne te vois pas apprendre une chanson, je ne te vois pas répéter quelque chose, je ne te vois pas préparer rien. Et je préparais en silence. Et le soir de l'élection, elle m'a dit, mais je n'aurais jamais imaginé que tu préparais ça. Et c'était de ça. Mesdames et messieurs, vous voyez ce que nous sommes en train de vivre là, justement, lorsqu'on a le talent, lorsqu'on y fait, comme il va dire ça qui tao, la rivière Bachaï. Ok, voilà un bel exemple. Alors là, ce serait bien également qu'on nous passe des photos d'époque. Là, tu représentes la Martinique, on envisage d'aller un peu plus haut. Oui, Miss France, etc., et même plus loin. Voilà, donc je suis déçue des résultats de Miss France parce que forcément, si on y va, c'est pour gagner. Donc je ne vais jamais nulle part pour perdre. Et quelque part, je sens qu'il reste encore quelque chose que je n'ai pas dit mon dernier mot. Et je suis un peu comme ça, hein. Je ne m'arrête pas aux défaites. Je fais une petite pause, une courte pause, et après je repars. Donc je suis soir de l'élection, un peu déçue des résultats, mais je m'y fais. Mais j'apprends par contre que Sophie Thalmann ne souhaite pas aller à l'élection de Miss Monde, et que Madame de Fontenay choisit d'envoyer la 3e dauphine. Et je l'apprends par une femme. Un jour, je me balade à Fort-de-France et s'arrête devant moi une femme venue de nulle part, une femme tout simplement, et elle me tient par les bras, elle me saisit et elle me dit « Mais je ne comprends pas, qu'est-ce que tu fais là? L'élection de Miss Monde, c'est bientôt, mais il faut t'inscrire !» Et moi, je la regarde. Elle fait quoi? Tu connaissais pas Madame du tout? Mais pas du tout. Mais comme j'aimais le rapport avec les gens, j'avais pas de soucis quand les gens me touchaient, me parlaient, m'arrêtaient. C'était pas un problème pour moi. C'est des gens comme moi, en fait. Et donc, elle me dit tout ça. Elle me dit, alors, tu vas faire quoi de ce que je t'ai dit? Je lui ai répondu, on verra. Sauf que mon on verra, quand je dis on verra, c'est que j'ai, à l'instant même, commencé à préparer. Je rentre chez moi et je décide de faire un courrier à Madame de Fontenay, lequel courrier est visualisé, enfin, est relu, pardon, par... supervisé, on va dire. Supervisé, voilà, par feu Maître Jacoulet. Et elle me dit, ça y est, je pense que c'est bon, tu as tout dit, tout y est. Quand elle a validé, à l'époque, j'envoie un fax, j'envoie le courrier par fax. Et je sais dans ce courrier que j'ai dit que je veux être un peu cette Marianne Noire, que je souhaite à Miss Monde, sans lui dire qu'on va, sans rentrer dans la polémique, qu'on enverrait la 3e dauphine, ni quoi que ce soit. Je parle de moi et de mon objectif. Et je m'arrête là quelque part parce que je me dis, au moins, j'aurais essayé, au moins, j'aurais tout dit. Sauf que, le lendemain, j'entends la machine à fax qui fait ce fameux bruit là, tac, 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 tac. Je regarde et je reconnais son écriture avec le feutre noir. Et elle me dit, ça y est, Véronique, la semaine prochaine, vous partez pour Miss Monde. Et c'est comme ça que je suis partie à Miss Monde. Voilà, donc mesdames et messieurs, Madame Le Fontenay, c'était qui organisait, parce que c'est Nicolas, le président du comité, concours de circonstances ou pas, tu te retrouves à cette phase internationale, on va dire. Tout à fait. Ça se passait où? Ça se passait aux Seychelles, donc à l'époque. Si on a des photos, peut-être qu'on va voir des photos de Miss Monde. Aux Seychelles, oui, continue. Donc c'était aux Seychelles, mais alors c'est vrai que j'ai les Martiniquais, et voilà, la population martiniquaise qui me soutient énormément à bloc, et tous les jours, et qui m'encourage tous les jours. Cependant, quand je pars à Miss Monde,
je vais un peu, parce que j'ai un comité aussi qui ne fait pas les choses comme je souhaite les faire, parce que moi, je vais très vite, en fait. Et ils ne comprennent pas parce que je dis quelque chose, mais je pense, j'arrange à côté, tout va vite dans ma tête, en fait. Et ils ne suivent pas, et encore une fois, ils appellent ça de l'arrogance. Moi, c'était pas de l'arrogance, c'était j'ai une vision, je vois quelque chose, il faut mettre en place. Et comme je voyais que tout était latent tout autour, ben, je suis jeune, donc je me motive. Mais à l'époque, je rencontre donc, je vais loin, je rencontre quelqu'un à l'Office du tourisme, je vais à RFO et je demande un peu à ma manière aux responsables de l'époque de permettre que des journalistes me suivent et partent avec moi. Pour qu'on puisse, voilà, que j'ai une petite équipe, enfin bon, que je me contenterai quand même du peu qu'on pourrait mettre à ma disposition. Et là, je suis un peu prise à la dérision. Personne ne me croit. On me dit oui, une équipe, après Véronique Caloc, qui n'est que Miss Martinique, première dauphine de Miss France, pourquoi faire? Bon, pas du tout. Bon. Mais il n'y a pas cet engouement. Il n'y avait pas à l'époque ce véritable engouement. Et puis aucune Martiniquaise encore n'était allée, voilà. Arrivé à ce niveau-là. À ce niveau. Donc bon, on entendait qu'il y avait Miss Monde. Ils étaient au courant, ils savaient. Mais pour eux, c'était pas encore palpable. Et donc je vais à Miss Monde et je suis un peu déçue parce qu'il y a les Seychelles, c'est magnifique. Toutes les filles ont des reportages, ont des choses, mais je sens que la Martinique est un peu la dernière roue du carrosse, parce que je me dis qu'il y a tellement de choses qu'on aurait pu faire, des occasions à saisir, des échanges. Et puis le soir, quand je vois qu'effectivement je suis élue première dauphine, c'est là que je reçois des appels de la Martinique, de tout le monde. Les médias sont contents et je dis... Voilà. Et c'est de là que je me dis que beaucoup de jeunes femmes, beaucoup de jeunes, tout simplement, hommes ou femmes, beaucoup de personnes, de tous âges confondus, ont peur de ce qu'elles ont. Chacun naît avec un potentiel. Ne vous arrêtez pas à ce que les gens pensent, à ce que les gens disent, à ce que les gens voient de vous, parce que souvent, moi je suis pas une femme extraordinaire, je ne casse pas des briques, j'ai pas les cheveux qui m'arrivent aux chevilles, enfin bon, j'ai ce qu'il faut. Point final, je n'ai pas les yeux bleus ou gris ou verts, tout ce qu'on veut. Mais je crois que ça a été un tout. Parfois, j'étais peut-être moins jolie ou plus jolie, j'en sais rien à l'époque. En tout cas, quand on me regardait, il ne venait à l'idée de personne que j'aurais pu arriver aussi loin. Donc, parfois, vous avez une... Et je dis même aux personnes qui ont des entreprises, qui refusent parfois d'embaucher, vous avez parfois des perles entre les mains. Mais vous arrêtez juste au regard, à une pensée. À l'extérieur. Et vous perdez des trésors. Et c'est comme ça qu'en fait, beaucoup d'étudiants, beaucoup de personnes ont quitté, en tout cas les étudiants, ont quitté la Martinique et ne souhaitent plus revenir. Et c'est un peu dommage. Mesdames et messieurs, c'est très, très, très important ce que Véronique est en train de nous dire. Souvent ici, on s'attache à regarder l'extérieur, à des traits de comportement, à forme de la sang comique, mademoiselle, etc. Vous avez quelqu'un qui a la tête pleine, qui a un physique. Tous les atouts étaient là. Et justement, on va parler de tourisme. Parce que dans ton cas, par exemple, tu parles plusieurs langues. Tu aurais pu envisager également de faire une carrière dans le tourisme. J'ai envisagé... Tu as fait un peu de tourisme aussi? Non, pas du tout. Ouais. Non, pas du tout. Je crois qu'à un moment, il était question que je travaille dans le tourisme, mais ça correspondait à la période où j'ai dû partir, parce qu'à un moment, je ne vivais plus en Martinique et tout, donc ça n'a pas été possible. Et puis, il y avait effectivement le côté mannequinat. Donc, je ne suis pas passée par des agences, mais les gens me voyaient de face ou de dos, et chaque fois, dans la rue, c'était ça. Je me rappelle de cette femme qui... j'allais, je crois que c'était le salon du prêt-à-porter, et j'entends une femme qui parle anglais, qui m'appelle, et qui appelle quelqu'un. Et j'entends, oui, vous. Et comme moi, je connais personne qui parle anglais, en tout cas au salon, je suis venue seule, donc je me dis, bon, c'est pas à moi qu'on s'adresse. Et la voix se rapproche, et là, quelqu'un me pose la main dessus, et elle me dit, écoutez, je ne sais pas d'où vous venez, je ne sais pas qui vous êtes, mais je vous veux pour mon défilé. Regarde, mais peut-être qu'on peut voir quelques photos, maintenant, si on a des photos d'époque, donc oui, et tu sens... que tu as un centre d'intérêt quand même pour certaines personnes. Voilà, tout à fait, et je le sens. Mais je me dis, mais cette femme, je ne la connais pas. À l'époque, je suis très craintive. Là où les jeunes filles aujourd'hui vont oser, vont faire, et bon, alors, on dépose son enfant à 8h à l'école, elle est peut-être même arrivée au Japon, on ne sait pas. Mais maintenant, il y a tout et n'importe quoi, en fait. Ouais. Mais à cette époque, bon, j'étais craintive, je réfléchissais, il fallait que je demande des avis, il fallait que je voie avec ma mère, avec mes frères, voilà. Et donc cette femme me donne sa carte et me dit, écoutez, le défilé c'est la semaine prochaine, appelez-moi ce soir pour me dire que vous y allez ou pas.
Ma mère n'était pas... il y avait le décalage horaire, donc je ne vais pas la réveiller. Je vivais avec mon frère à l'époque. Donc je lui dis, Pascal, écoute, voilà ce qui s'offre à moi. Tu aurais fait quoi? Il me dit, Véronique, ose. Allez. Aujourd'hui, il y a des portables, il y a tout. Vas-y, ose. Donc effectivement, je prépare mes affaires et je me retrouve en Grèce avec cette femme. Et quand j'arrive en Grèce, je prends des photos de tout. Donc chaque fois que j'arrive à un carrefour, je prends des photos, des vidéos et j'envoie à chaque fois. Et je me dis que si jamais je me perdais, si j'avais un souci, au moins il y a des traces pour me retrouver. Donc effectivement, cette femme envoie quelqu'un me récupère à l'aéroport et j'arrive là où c'est somptueux. Donc finalement, ma chambre, c'est un palace. Et je suis vraiment prise en main et là, ce n'est que là que je constate que c'est vraiment sérieux. Mais tu ne doutais... Attends, parce que ce que tu es en train de me raconter là, tu as fait confiance à la dame tout de suite. J'ai pas fait confiance à la dame, j'ai fait confiance à Dieu en fait. Oui. Et c'est-à-dire que je sais que si je me tiens correctement et en faisant des choses quand même d'une logique, donc prendre des photos, prendre des choses, mon frère sait où je suis, il a des numéros de téléphone, il y aura quand même une trace s'il se passait quelque chose. Donc, j'arrive donc dans cet hôtel. Grèce, tu es dans un superbe appartement. Voilà, c'est tout ça, des choses vraiment somptueuses. Donc, le lieu en fait où il y avait les essayages était splendide. Je n'ai même pas les mots. Donc toutes ces créations sont magnifiques et quand elle me porte, elle me montre tout. Et elle était styliste en fait. Voilà. Et quand elle me montre les tenues que je vais porter, là je me dis waouh, mais je suis vraiment mise en valeur, mais ça va être magnifique. Et après on lui apporte une robe, elle dit non, pas celle-là, pas celle-là, pas celle-là. Et donc je suis vraiment mise en valeur, bien coiffée, habillée, mais ce jour-là je me trouve belle. Et elle me dit, écoute, j'ai une surprise pour toi, tu ne t'y attends pas, mais je voudrais que tu défiles aux côtés de deux mannequins. Alors, elle me dit, est-ce que tu es d'accord? Je dis oui, il n'y a aucun souci. Ah, ceci dit, avant que je ne quitte Paris, elle m'avait quand même demandé quel était mon tarif. Donc je lui donne mon tarif. Et je crois que ce jour-là, je lui aurais dit 50 000 €, elle aurait dit, ok, d'accord, je suis partante. Donc, je lui donne effectivement mon tarif. Et donc, elle me demande si je veux défiler avec ces deux femmes. Et pour moi, c'était des mannequins. Je lui dis oui, absolument, ça ne me pose pas de problème. Je ne savais pas qui. Ouais. Voilà. Elle me dit par contre, je ne voudrais pas que tu te laisses intimider parce qu'elles arriveront seulement le jour du défilé. Donc, vous aurez le temps de faire juste un débriefing. Et par contre, il n'y aura pas les autres. Et moi, je me dis, waouh, qu'est-ce qui se fait? Pourquoi il n'y aura pas les autres mannequins? Est-ce que c'est un piège? Mais tu as bien compris, il s'agit de deux stars, c'est pas n'importe qui. Si. Même pas, parce que moi, je vis un peu dans la crainte et je me dis, mais qu'est-ce qui va se passer? Mais en même temps, ça peut pas être quelque chose de mauvais. Donc, effectivement, le jour arrive, donc les filles repartent et moi, j'attends. Et là, il me dit, ça y est. Et je vois qui? Naomi Campbell et Elle Macpherson. Elle me dit, mais ça y est, tu vas défiler avec elle. Et Elle Macpherson arrive et me dit, waouh, mais qu'est-ce que tu es belle! Et je lui dis, moi, belle? C'est pas possible. Parce que là, j'ai quand même un top modèle, enfin deux top modèles qui me disent... Dimension internationale, là. Et voilà. Et à ce moment-là, je me dis, bon, écoute, Véronique, là, on veut plus savoir, on veut simplement voir ce que tu vaux. C'est le moment, le défilé, c'est demain. Donc, quand elles font les essais, elles sont à côté de moi, et là, je marche au centre, je pose un pied, puis l'autre. Et les filles, elles se regardent, elles me regardent et me disent, yes, hey, comment on est? Et voilà, quoi. Ça, quoi, ouais. Exactement. Et c'était magnifique. Donc, ça a été une expérience qui a été très, très, très enrichissante. Après, l'espace même beaucoup, enfin, un truc de très haut niveau. C'était de très haut niveau. Et cette femme, en fait, qui s'appelle Celia Critariotti, aujourd'hui, elle fait les robes de mariée de toutes les stars. Donc, ça peut être, je crois qu'elle a fait celle de l'épouse de Marc Anthony, je sais plus comment ça s'appelle. Bref. Ouais. Donc, de toutes les grandes stars, c'est elle qui fait, en fait, les robes de mariée. Elle a des collections qui sont magnifiques. Et donc, ce soir, il y a le manager de Elle Macpherson qui est intéressé, qui veut faire entrer en agence, et voilà. Sauf que ce soir-là, il y a une image qui me dérange, c'est que je défile, tout se passe bien, sauf qu'à un moment, je dois porter une tenue, et on me dit, oui, mais pour porter cette tenue-là, en fait, il ne faut rien avoir en dessous. Et moi, je refuse. Et je vois donc dans les loges un caméraman qui a le regard sur moi, et les yeux portés sur moi, et qui attend en fait que... Il n'avait pas de caméra, mais il attend. Je me dis, mais d'accord, donc la mode, c'est ça. Et donc, j'ai du culot, je reste en dessous, je porte la robe et je fais rentrer tout ce qui dépasse, mais en fait, je sais qu'en dessous, je suis habillée.
Et donc, il s'en va, puisque j'avais rien à montrer. Donc, commence le défilé. Et là, quand je marche avec les filles, j'entends, il y a une femme, en fait, j'entends crier dans la salle. Je me dis, mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Mais bon, le défilé a commencé, hein, on y va. Et cette femme sort d'en face et elle se met en bout de podium et elle commence à dire plein de choses. Mais comme elle parlait, on était en Grèce, donc je ne comprenais pas du tout ce qu'elle disait. Et j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et elle me montre du doigt. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'elle fait, cette femme? Je ne comprends pas. Mais bon, on défile. Et Non, mais tu as senti un ton agressif ou alors un ton exalté? Je trouvais qu'elle avait du culot, en fait. Elle était comme... c'est une femme qui était agacée, en colère, et elle s'affirmait, en fait. Et je ne savais pas ce qu'elle racontait. Et à la fin du défilé, vient me voir le frère donc, de la styliste, et il me dit, écoute, je sais que tu as eu peur, mais ce n'est rien, mais j'ai envie de te traduire ce qu'elle disait, la femme. Et cette femme avait dit, je veux rester polie, mais je veux pas... Bon. Elle a dit, je m'en fous d'Elma Curson, et moi je m'en fiche de Naomi Campbell. Moi, c'est vous, et c'est vous. C'est pas la fête, non? Et j'étais... Parce qu'en fait, c'est vrai que chaque fois que je défilais, chaque fois que j'étais dans un pays étranger, j'avais toujours ces pensées, ces pensées qui s'envolaient vers mon pays, une appréhension, vers ma famille, les gens de mon pays, ce qu'ils penseraient de moi. Et j'avais toujours besoin d'entendre quelque chose, en fait. Et cette femme était venue m'encourager, et je crois que c'est ce jour-là que j'ai compris que peu importe ce que les gens voient de moi, ce qu'ils pensent de moi, il y a des personnes qui seront toujours là pour t'encourager, Véronique. Il y a toujours des personnes qui seront là pour vous encourager, vous qui nous regardez, en fait. Donc, ça a été plein d'expériences enrichissantes. J'ai fait de très, très belles rencontres. J'ai rencontré des hommes d'affaires, des présidents. J'ai rencontré, il s'appelle Boutros Ghali. Enfin, j'ai rencontré plein. Oui. Ouais. Je suis allée en Afrique 2 fois. La première fois, c'était avec Gertrude Sena. Ouais. Et donc, c'était avec le groupe Taxi Créole. Il y a eu beaucoup de Martiniquais qui étaient partis avec le conseil général, une délégation. Donc, c'est grâce à elle que j'étais partie. La seconde fois, c'était avec les Miss, en fait. Voilà. C'était en tout cas dans le cadre de défilés ou des Miss, je ne me rappelle plus, mais en tout cas. Oui. Alors, avec le recul, tu as vu, maintenant, tout le monde organise, il y a toutes sortes de Miss, etc. dans le monde de la mode. Il y a des mademoiselles, il y a tout... T'as tes bagailles qui a passé. Est-ce que tu penses que c'est un domaine qui a évolué ou alors... Écoute, c'est un domaine qui a évolué. Si on analyse le terme évoluer, qui veut dire évoluer vers le haut ou vers le bas. Hein. C'est toujours une évolution. Donc, effectivement, les choses ont évolué. Maintenant, moi, ce que je regarde m'effraie. Ce que je vois, c'est effrayant, c'est alarmant. Et je suis d'autant plus peinée que j'ai l'impression que beaucoup de jeunes femmes y vont tête baissée. On y va, je veux être connue, je veux qu'on me voie, je veux être la plus belle, je veux qu'on parle de moi, et je veux porter de belles tenues. Oui, mais derrière, il y a quoi? Quelle est la vision qu'il y a derrière? C'est pas pour ces jeunes femmes ou bien pour les gens qui envoient ces jeunes femmes? Pour ces jeunes femmes, et ce qui est le plus alarmant, c'est pour ces personnes qui envoient ces jeunes femmes, parce que après, c'est vrai qu'il y a de très belles choses. Il ne faut pas non plus avoir un regard fermé. Il y a de très belles choses. Là où je suis peinée, c'est là où je vois beaucoup de loups déguisés, en fait. Voilà. C'est ça. De faux managers, des faux managers, des personnes qui n'hésitent pas à proposer toutes ces choses à des filles sans aucun cadre. Parce qu'ils savent que derrière, ils vont gagner une fortune, ils savent que derrière, ils montent des entreprises, peu importe que la fille, comme on en a vu, se suicide après, on s'en moque éperdument. Parce que vendre du rêve comme ça, des jeunes filles comme ça, et c'est après dangereux. Ça dérape. Hein. Ça dérape parce que on regarde après, je laisse chacun regarder un peu ce qui se passe dans le domaine des Miss, dans tous les pays. Il y a énormément de suicides et on n'en parle pas. Mais c'est une réalité. C'est une réalité. Pourquoi? Parce qu'on vend beaucoup de rêves et ensuite on n'accompagne pas ces jeunes filles. Moi, ce qui m'a gardée, c'est vrai que ça a été les valeurs que j'ai encore, le soutien de mes parents, de ma famille. J'ai toujours été encadrée par... à l'époque, j'avais Maître Jacques Oulé, j'avais Sonia Laventure, j'avais plein de personnes autour. J'avais des références, donc en fait des gens qui cadraient bien. Aujourd'hui, ces filles, on leur vend du rêve. On vend du rêve à leurs parents. Et moi, je suis là, je regarde le danger.
Le danger derrière que... Bon, alors, souvent, il y en a qui continuent des études où ça se passe bien. Là où je me pose la question, je suis arrivée aussi loin, par la volonté de Dieu, par l'aide de beaucoup de personnes. Je n'ai, Dieu merci, jamais eu à me déshabiller, à montrer mon corps, à exposer ce qu'il ne fallait pas exposer, ce qui ne m'a nullement empêché d'accéder à certains sommets. Pourquoi il faut toujours montrer cette femme objet, cette femme qui se déshabille, cette femme qui est enceinte, qui est dans toutes les transparences? Pourquoi il y a tous ces bébés de 1 jour, de 2 jours sortis de l'accouchement? Pourquoi on présente ce qui doit être caché en fait? Pourquoi il n'y a plus d'intimité? Pourquoi ce regard? Pourquoi ces filles elles sont lâchées? Pourquoi on leur fait croire des choses? Et moi je vais très loin et j'assume ce que je veux dire. Souvent il y a des miss, c'est très beau. Mais derrière, il y a énormément de sorcellerie, mais c'est sous-entendu. Quand ces filles vont se réveiller, elles vont se réveiller dans quel état? Elles vont se réveiller complètement déshabillées. Alors, on a longuement parlé avec Véronique Caleb. Vous avez compris que là, on aborde un domaine. Alors là, il y aura quand même une dernière épreuve pour toi, parce que l'heure tourne pendant ce temps. Tu as quand même connu une certaine déception, une certaine frustration. Tu as été responsable à un certain moment du comité de sélection, on va dire ça comme ça, des filles. Et là, tu t'es vu virer, enfin, virer, c'est beaucoup dire. Est-ce que ça t'a touché, ça? Alors, ce qui s'est passé au départ, c'est que tu reviens en Martinique, depuis des années, oui. voilà, depuis des années, pas toutes les années, mais assez souvent, il m'a été demandé de reprendre le comité. Sachant ce que moi j'avais vécu au sein du comité Miss Martinique et du comité Miss France, sachant aussi que j'avais une vision pour ma vie, je n'ai pas voulu accepter. Puis je crois que c'est un domaine qui ne m'intéressait plus du tout. Donc je regardais un peu, je ne regardais même pas ce qui se faisait, j'entendais ou je regardais parfois, mais bon, même pas l'élection de Miss France, je ne regardais pas. Et finalement, il y a de cela, je crois, 2 ans, il y a quelqu'un qui me contacte et qui me dit « Écoute, je t'envoie voir le directeur actuel. » Enfin, je ne sais pas s'il est directeur. En tout cas, je parle de mon époque. Le directeur, écoute, tu peux le rencontrer. Voilà, je crois qu'il veut reprendre un peu l'élection. Il te le propose. Et moi, j'avais pas envie de faire ça. C'est pas, tu as à ton travail, voilà. tu enseignes, etc. Voilà, exactement. Ah, oui. Et donc après, c'est vrai que maintenant, je ne fais rien si je n'ai pas prié. Donc, je prends du temps dans le jeûne, dans la prière, et attendant la volonté de Dieu. Mais finalement, je n'entends pas vraiment. Donc, je me dis, bon, c'est pas grave, je fais quand même. Donc j'ai l'appel de Sylvie Tellier qui me dit écoute, voilà, j'aimerais que tu fasses ça, mais j'ai l'impression qu'en Martinique, ils n'ont rien compris à l'élection de Miss Martinique, et je sais que toi, tu es capable de faire les choses. Effectivement, il n'avait pas mal vu. Donc après, j'ai son assistante, on met un peu les choses en place, j'accepte, mais j'accepte simplement pas parce que j'ai besoin de faire un comeback, pas parce que j'ai besoin qu'on me voie, pas parce que j'avais un manque quelque part, mais parce que je savais qu'en Martinique, non seulement on est capable de faire dans le beau, de faire du beau, et derrière, sachant ce que moi j'ai vécu, je savais que j'étais ce rempart pour les filles, parce qu'il était hors de question pour moi de proposer une jeune fille, de ne pas être là, de l'emmener n'importe où. Et puis, j'avais quand même, pour moi, j'avais ce regard un peu rapide. C'est-à-dire que je vais quelque part, quand j'ai vu marcher quelqu'un, je sais ce qu'il y a derrière. Donc, c'était un peu permettre que les filles, non seulement évoluent dans un cadre sain, et puis changer un peu ce qu'on attend de la Miss Martinique. Et moi, ce que j'attendais, en tout cas, de la Miss Martinique, alors c'est vrai qu'à l'époque, j'ai le temps de dire que j'ai envie d'avoir Floriane Bascou, donc j'ai choisi, et tout ça, je suis contente. Sauf que derrière, il y a quelqu'un qui ment, qui abuse, qui dit tout et n'importe quoi, passe des affaires, me fait passer pour une personne auprès d'un journaliste que je n'ai même jamais rencontré. Donc, les choses se gâtent parce que je constate que cette personne a envie d'avoir de l'argent alors que moi, j'ai envie de propulser ton pays, dans mon domaine, en tout cas, dans voilà, la tâche qui m'incombait. Donc, de propulser, de donner cette chance à des filles d'accéder à quelque chose et puis de leur montrer ce que c'est que l'entreprise. Et puis, bon, moi, je vois que quand ça dépasse les limites, je m'arrête, je me retire, donc je me suis retirée. Alors, je vais te donner 1 minute chez toi pour passer un message. On a parlé maintenant de la civilisation de l'image. Tu prends les réseaux, des jeunes filles dans des positions vraiment... Alors là, c'est juste on voit un peu tout et n'importe quoi. Alors, quelqu'un qui s'occupe de son corps, qui s'occupe de son esprit, je sais maintenant que tu partages beaucoup de valeurs spirituelles. Qu'est-ce que tu aurais à dire à cette jeunesse-là? Justement, cette jeunesse qui a toujours envie de montrer... Je crois que...
Effectivement, cette jeunesse a envie de montrer des choses ce qui veut dire qu'elle a effectivement des choses à dire. Quand on est jeune, on a beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à faire. Derrière, je crois qu'il y a aussi beaucoup d'adultes qui œuvrent pour qu'ils fassent des choses qui soient d'exception, de bonnes choses, mais derrière, il y en a qui soutiennent des réseaux, de la prostitution, etc. Moi, je me dis qu'aujourd'hui, tu es jeune, toi qui entends mon message, ton corps t'appartient. Ton corps, c'est l'enveloppe de ton esprit. Il faut soigner l'enveloppe, il faut soigner l'esprit. Et je crois que quand bien même tu as l'impression que tu ne t'en sortiras pas, mets ta foi en Dieu. Dieu est capable de te montrer la route. S'il faut faire, je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails, mais je dis simplement que quelle que soit la position dans laquelle toi, jeune fille, jeune homme, tu te trouves, quel que soit le désarroi que tu rencontres au moment où je parle, moi je veux oser aujourd'hui dire que Jésus sauve. Qu'on le veuille ou non, on a vu ce qui s'est passé au Brésil, on a vu ce qui s'est passé pendant ce carnaval, on a vu après, on a plein d'exemples autour. Donne ta vie à Jésus, il est capable de te sortir, simplement. Mesdames et messieurs, que sont-ils devenus? C'était Véronique Caloc, dans toute sa spontanéité. Vous avez bien écouté, on se retrouve très 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 bientôt. Merci à vous, je vous embrasse. Sur Zoc TV, bien sûr.